Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours, c'est Comme toujours, une émission consacrée au patrimoine vivant, patrimoine immatériel, tous les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, tous les yeux sont tournés vers l'Atlantique, le Vendée Globe. Et bien pour filer la métaphore, on va surfer sur cette vague et nous intéresser à un lieu atypique dans le paysage culturel maritime, la Maison des écrivains de la mer, à la fois bibliothèque, musée, salle d'exposition, de conférences. On reçoit son capitaine qui va nous faire visiter ce site littéraire unique, ce bateau-livre situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Serge Aillery est notre invité. Raconte-moi la mer. Dis-moi le goût des Et algues. oui, raconte-moi la mer, comme le chante Jean Ferrat. Si vous aimez les histoires maritimes, eh bien, la Maison des écrivains de la mer, vous devriez trouver votre bonheur. Tempête de fables, récifs d'aventures, déferlement de mots. Son capitaine et toute la joyeuse équipe de bénévoles vous offrent un peu de grand air, du grand large, de l'effet mer. Car notre invité, Serge Aillery, est un corsaire du verbe, un navigateur salutaire. Il est comme les bateaux, barrés, les pieds sur mer, le plancher des vaches, plafond des algues. C'est un joyeux fou, un type blizzard, une voile aux poumons, des balises sous les yeux. Il est réveillé au chant de la coque et il faut le voir. Il s'installe à la table des matières. Il mange de la pâte à papier, de la pâte feuilletée, 24 œuvres sur 24. Il donne sa langue au chapitre et il s'adonne régulièrement à des voyages solitaires au long cours. On raconte même qu'il dort sous des couvertures de livres. Impossible de le délivrer des livres. D'ailleurs, vous verrez des livres-poches sous les yeux, c'est un obsédé textuel qui va jusqu'à courir, mais ça reste entre nous, plusieurs livres à la fois. L'esprit livre, la tête livre. Le capitaine de cette maison des écrivains de la mer nage avec aisance dans les courants littéraires, plonge régulièrement dans les romans fleuves, sous le pavé, la page, à bord d'une planche d'imprimerie. 2 rames de papier, il met le pied à l'encrier et jette l'encre noire pour lire et écrire des histoires sur l'océan de papier. Alors, merci de nous faire voyager, découvrir des auteurs. Parce que je dois dire qu'en ces périodes bien tourmentées, où on traverse nous aussi quelques tempêtes financières ou autres remous de la bourse et de la politique, il est agréable, mesdames et messieurs, de voyager à bord d'un bateau-livre qui nous emporte au-delà nos jardins grillagés. Grâce aux auteurs, aux écrivains de la mer, on fait le plein d'extra pour oublier l'ordinaire, l'écume des jours et la mer des sarcasmes. Grâce à eux, finalement, c'est un peu de rêve qui passe et la vie se fait comme l'océan, plus pacifique. Alors, cap sur le bonheur, vogue le bonheur, bon vent dans la vie et belle vie dans le vent des histoires et des écrivains de la mer. Quelle est l'histoire de cette maison des écrivains de la mer? Quelles sont ses missions, ses activités? Qui compose l'équipage? À qui s'adresse-t-elle? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité. Serge Aillery, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, Bienvenue à bord, j'allais dire. Oui. Je salue votre billet qui devait mériter une grosse enquête de votre part, parce que je pense qu'il y a beaucoup de traits qui sont justes et qui vont faire sourire un certain nombre de membres du conseil d'administration, voilà, avec qui j'étais lundi récemment. Voilà, et je les salue, Pierre, Paul, Geneviève et d'autres. C'est du 24 œuvres sur 24 quasiment. Oui, on peut le dire, oui. On peut le dire. Je ne suis pas très à l'aise avec les contrepétries et les jeux de mots. Je n'ai pas votre souplesse verbale, mais c'est vrai que je suis un amateur de livres. Voilà. Bon. C'est comme ça que j'ai rencontré le fondateur. Voilà. J'imagine. On va en parler dans un instant. Peut-être avant de se lancer dans notre conversation, permettez-moi de vous présenter. Alors, vous les connaissez, nos deux Jean-Pierre, c'est 2 corsaires du plateau de TV de Comme toujours. J'ai eu l'occasion de les voir. Oui. Voilà. Jean-Pierre Bertrand d'Art Expo et puis Jean-Pierre Pouvreau, j'allais dire d'Art Expo aussi. Ouais, on est tous des gens de l'Art Expo. Oui. Vous en êtes membre Bien aussi. sûr. Mais du Fenouillet, voilà, oui. Jean-Pierre. Ouais. Et vous êtes venu avec des chroniques et des idées de recettes, peut-être? C'est des recettes qui sont un petit peu hors du temps, qui sont toujours intéressantes à faire revivre et à déguster. C'est des recettes simples à la portée de tout le monde, puisqu'il ne faut pas compliquer trop la cuisine. Il faut des bons produits et ça se fait pratiquement tout seul. Recette maritime? Recette maritime, c'est une tarte que faisait ma grand-mère avec du haddock. Avec du haddock, on peut le faire avec du hareng fumé, du haddock, tout ça, ça marche.
Voilà, c'est un basique. Hein. C'est un petit peu comme une quiche lorraine avec du poisson et des pommes de terre. D'accord. Voilà, en gros, pour résumer, voilà. Faut toujours simplifier les choses pour qu'on comprenne bien comment le processus de la recette, quoi. Voilà une belle idée de plat à partager un soir de conférence à la maison des écrivains. Bien sûr. On fait avant et puis on le déguste après, à la fin. Et ce qui serait bien, si vous veniez faire la recette. Mais alors, j'aime bien la cuisine. Alors, c'est un appareil de quiche. C'est un appareil de quiche, en gros, ouais. Avec des pommes de terre, des pommes de terre qu'on cuit à la vapeur, par exemple. Et puis après, un petit peu de hareng. Et le haddock est revenu comme on le fait comme blanchir à la vapeur. On les miette, on le mélange de pommes de terre, un petit peu de noix de muscade, et puis en gros, pareil, c'est un appareil à quiche avec une pointe brisée. Est-ce qu'il va avoir des choses à nous dire après ça? Oui. C'est ce que je me disais. Merci pour votre chronique. On est bien dur d'oublier. On y reviendra tout à l'heure. Merci Jean-Pierre. Et Jean-Pierre Bertrand, musée. Bon, alors, vous connaissez le lieu forcément. Déjà, j'ai eu l'honneur d'être invité par l'association. Ouais. Et puis, évidemment. Déjà, j'ai fait des ouvrages sur la mer et je me suis dit qu'on pourrait voir deux petites choses, deux informations, deux archives qui méritent et dont les deux sont directement liées à la Maison de la Mer. D'accord. Bon, on écoutera ça dans un instant. Serge, la Maison des écrivains de la mer, elle existe depuis longtemps. C'est quoi son histoire? Alors, son histoire, au départ, c'est un objet, c'est une maison en dur qui appartenait à la DDE. D'accord. Voilà. Ouais. On était plutôt terrestre. Oui, DDE. Mais face au large, à l'entrée du port. Ouais. Et puis, je dirais qu'il y a le fondateur, René Monnier-Beaumont, qui a eu la folle idée de dire au maire de l'époque, qui était M. Neil, et ce serait bien, monsieur le maire, qu'il y ait un lieu où on puisse lire de la littérature maritime, et j'ajouterais face à la mer, et j'ajouterais dans un Chesterfield avec un verre, alors je vais prendre soin du directeur de la publication, je dirais avec un verre dans lequel il y a un produit non laitier en provenance d'Écosse. D'accord. Et donc, et le maire de l'époque était assez surpris, mais comme il avait cette maison sur les bras, parce que c'était le premier bureau de la communauté de communes de la Côte de Lumière. Ok, d'accord. Le périmètre a changé depuis. Et qu'il cherchait une fonction à cette maison. L'idée a fait son chemin. Donc René a écrit son projet et donc il a pu déposer 1400 livres dans une bibliothèque. Donc ça, c'est réellement le cœur du réacteur. C'est une collection. Et je dirais à partir du moment où il a atteint l'âge canonique de 70 ans et il y a une photo où il me donne les clés comme ça à une équipe, eh bien on a, je dirais, sorti les livres de la bibliothèque pour les exposer. C'est à partir de ce fonds que l'on anime à la fois les expos et les quarts de nuit qui sont une programmation où on est arrivé à plus de 120 dates. Donc, depuis programmation de conférences. Ça s'appelle les quarts de nuit. La marque, c'est les quarts de nuit. Dans laquelle on a accueilli Jean-Pierre avec le premier tome. Puis on a fait une soirée spéciale sur le deuxième avec Bisdur. Bref, et avec des conférenciers venant de différents horizons, on va dire. Il y a de plus en plus d'adhérents qui prennent la parole. Et puis il y a des rencontres particulière, parce que nous ouvrons la maison lors de nos expositions, et je citerai seulement cet exemple d'une femme qui arrive trempée avec ses deux gamins qui avaient des cannes à pêche, et pour se mettre à l'abri à la maison, qui ne connaissait pas la maison, qui voit l'exposition et qui nous dit « mais moi, vous savez, je suis une spécialiste des portulans, des cartes, des vieilles cartes ». Et donc, elle est en vacances tous les ans à 2 pas, et tous les ans, elle produit une conférence autour de son sujet de l'année avec son labo du CNRS, mais elle a participé à des grandes expositions, aussi bien la BNF comme UCEM, et ailleurs. Voilà, merci la météo. Merci, je remercie la météo et une conférencière jeune, qui est vraiment très intéressant. C'est une maison unique, on en retrouve en France? Non, c'est la seule. Je crois que c'est la seule, oui. C'est la seule. Alors c'est vrai qu'on a 110 adhérents. Alors, je ne veux pas désobligeant, mais le club de pétanque à Saint-Gilles, c'est 70. D'accord. Mais
Il m'arrive de tenir une boule parfois aussi. Et peut-être des adhérents du club sont aussi adhérents. Voilà, alors ça, on n'a pas croisé les fichiers. Vous n'avez pas croisé les fichiers. Et donc, on est 110 adhérents. Et ce que je veux dire par là, c'est que ils viennent en gros de la... Bon, c'est surtout des touristes, si vous voulez. Le fait, notre position dans une ville touristique l'été fait que les gens viennent pour l'expo, viennent pour les quarts de nuit. Et puis, au fur et à mesure, je dirais que ça s'inverse, quoi. Il y a de plus en plus de gens, on va dire, du périmètre ou moins du pays qui adhèrent, quoi. Voilà. Et ça veut dire que ça joue aussi physiquement dans cette maison. Vous parliez d'une maison qui était une maison modeste, bureau de Dédé, face à la mer, mais ça veut dire aussi qu'on sait que les lieux culturels, elles sont un peu sacralisés. Parfois, les gens ont tendance à dire « oh, c'est pas pour nous ». Le fait que ce soit une maison, et vous parlez de maison, la maison, on sent invité. Je ne veux pas dire que la question est une bonne question, mais c'est vrai que le terme de maison fait que c'est déjà un peu plus accueillant. En plus, la surface n'est pas énorme, c'est, je dirais, une classe surchargée, vous voyez, 45, quand on a mis 45 personnes, un petit cocon. C'est beaucoup. Mais c'est surtout, c'est que d'abord, tous les guides, entre guillemets, ou les permanenciers, ou les accueillants sont bénévoles. D'accord. Chacun a, je dirais, sa marotte. Et donc, les gens sont accueillis de différentes façons. Demain, le vendredi après-midi, souvent c'est moi, par exemple. Ils sont accueillis d'une certaine façon avec X ou Y, Jean-Loup, Geneviève, bref, Denis. Ce sera différent. Ce sera différent. Chacun a sa marotte par rapport à un auteur qui est exposé. Voilà, ça varie beaucoup. Mais le gros intérêt pour les bénévoles, c'est que vous faites des rencontres assez extraordinaires. Vous pouvez avoir un après-midi où vous dites « Ah, je n'ai vu que 15 personnes, ou 10, ou là j'en ai vu 20, mais c'était insupportable. » Et en fait, comme dans tout accueil du public, vous avez des belles rencontres. C'est ça. Ouais. Ça, c'est très, très précieux. Surtout pour les gens qui s'investissent dans l'endroit. Je dirais que c'est l'un des bénéfices, c'est la relation sociale qu'on a avec les visiteurs, que ce soit au hasard des visites et surtout au hasard des quarts de nuit où là, on finit à avoir un public... un fond de public, comme disent les professionnels, et qui sont contents de nous revoir d'une année sur l'autre, ou qui reviennent, ou qui ont un mot à dire sur ce qu'ils ont vu, ou qui ont une idée. Et donc, certains passent de l'autre côté de la rampe et interviennent. Voilà. C'est bien. Voilà. Oui, parce que c'est pas marqué sur leur front qu'ils peuvent être spécialistes. Du coup, ils poussent les portes, mais comme vous dites tout à l'heure, l'exemple de la météo, on vient s'abriter et en fait... Puis on a un chercheur qui est en mesure d'être accessible. C'est ça. La plupart des gens sont extrêmement accessibles. Et là, on va tenter J'ai eu un visiteur l'autre fois, mais je le connais depuis plusieurs années, puis là, il avait des soucis qui ne le rendaient pas moins libre. Il m'a dit, moi, je suis un spécialiste des aciers. Des aciers. Des aciers. Et donc, je lui ai dit, vous allez me faire le coup des rivets du Titanic. Pas que, parce qu'à l'époque des paquebots, il y a vraiment beaucoup à dire sur le développement des paquebots. Alors là, on est plus en technique, on n'est pas dans la littérature. Et on a parfois des conférences un peu plus techniques. Et là, je pense qu'il va finir par nous en parler. Mais comme on a eu, je sais pas, Amaury Guérin, qui est plus voile, qui raconte vraiment son parcours, parce qu'il est au début de son parcours. Là, il a eu un souci avec son bateau, un problème de structure. Mais c'est aussi, on fait le plein aussi sur un thème comme ça. Voilà. Voyage assuré. Exactement. Je vous ai vu porter beaucoup d'intérêt à cette recette maritime de Jean-Pierre. J'ai vu que vous aviez commencé à lui poser des questions et vous allez pouvoir poursuivre. Oui. Parce que là, vous n'aviez pas l'info, là. Vous aviez d'autres infos, mais pas celle-ci. Parce qu'on va lui passer la parole et on va se mettre à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Très bien. Vous avez un spécialiste, alors. Alors bon, on peut... ça, c'est la recette basique, mais il peut y avoir plusieurs versions de cette recette.
Bon, au départ, il faut du haddock. Hein. On peut acheter ça toute l'année. Et c'est une recette qui supporte largement le réchauffage, qu'on peut emmener dans les pique-niques, on peut emmener partout, on peut la manger chaude, on peut la manger froide. Et donc, la caricature de la recette, évidemment, c'est une pâte brisée. Alors bon, il y a plein de recettes de pâte brisée. Là, il y a 260 grammes de farine, 160 grammes de beurre, 4 œufs bio, du sel, un peu d'eau, on malaxe, et on laisse reposer pendant 1 heure. Voilà. On peut la déguster avec ou un petit coulis de tomate ou une petite sauce citron avec un beurre moussant, citronné, avec de la ciboulette, du persil plat dedans. Voilà, juste moussant. Si on aime un petit peu les matières grasses, ce qui n'est pas notre cas. Et merci Jean-Pierre. Et alors ensuite on fait bouillir des pommes de terre, ou à la vapeur. On les coupe en morceaux. Évidemment, le haddock, il faut le cuire à la vapeur, il faut l'émietter avec les pommes de terre. On le mélange et on fait un appareil à quiche. Bon, là, il y a 4 œufs, il y a 25 centilitres de lait, et puis il y a un petit peu de crème si on aime la crème. Évidemment, c'est pas obligatoire. Un petit peu de noix de muscade et pourquoi pas du gruyère râpé dedans ou dessus la recette. Alors, cette même recette, on peut la faire uniquement avec du poireau. Si on veut l'alléger un petit peu, on fait une fondue de poireau au beurre, juste fondue, déglacée avec un petit peu de vin blanc, et on mélange le haddock avec le poireau, et on coule après l'appareil à quiche Lorraine dessus, et on le fait gratiner au four. Ce qui est peut-être moins consistant, et très, 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 très... Ça donne un peu d'élégance à cette recette, qui est plutôt roborative. Mais moi, j'aime bien le roboratif. J'aime bien tout, c'est ça le problème. Moi, je suis handicapé là-dessus. J'aime tous les gens, j'aime toutes les recettes. Joyeux de la vie. Je suis un passionné. Ouais, voilà. C'est ça. Changez pas, Jean-Pierre. Voilà. Changez pas. On en a besoin. Alors, si des fois j'ai fait des petites erreurs, faut pas m'en vouloir. C'est que c'est la générosité. Voilà. Hein, bon, à cuire au four et puis. Combien de temps au four, la cuisson faut compter à peu près 20 minutes. Selon les fours et la quantité, c'est ce que je dis en permanence. Ouais. La quantité, le temps de cuisson dépend du volume qu'on met dans le four. D'accord. Si on met 3 tartes ou 10 tartes, par rapport, le temps sera plus long. Ouais. Puisque le temps que l'échange thermique se fasse, évidemment, donc il y a de l'inertie. Ouais. Alors les temps de cuisson sont toujours un petit peu aléatoires, faut s'habituer, hein. Comme dans un couple, il faut s'habituer à son four et tout ça. Puis après, des fois qu'on est habitué, il tombe en panne. Monsieur est poète, il part dans les métaphores, dans les comparaisons. La cuisine, c'est une histoire d'amour. Ah, c'est une histoire, mais principalement. Principalement. Ouais. Et plus on en fait, plus on l'aime. Bon, merci. Vous avez pris note ? Oui, mais je ne vais pas faire exploser le conducteur, donc je ne poserai pas de questions. Je voulais relancer. Si, vous pouvez. Le haddock, généralement, on le trempe dans du lait, non, des fois. On peut le faire tremper dans du lait. Moi, j'aime bien les goûts nature, parce qu'après, comme on le rajoute avec d'autres ingrédients... Ça fait tomber le sel un peu. Ouais, mais agressif, on ne sale pas. C'est une recette où il n'y a pas de sel. Hein. Comme le haddock est un peu salé, comme le hareng, faut pas saler. Alors on peut le tremper dans le lait, mais après, si on trempe dans le lait, il faudra ressaler la recette. D'accord. Alors moi, je préfère avoir un goût nature. Et puis, après, évidemment, il ne faut pas ressaler derrière. Moi, je vais essayer. Non, mais c'est à essayer. J'ai un crayon si vous voulez prendre des notes. Puis à la vapeur. Très bien, merci. Serge, je reviens vers vous. Vous parliez de 1200 livres. On peut les emprunter ? Oui. Oui. Alors, on a mis en place un système très simple. Il y a une carte que l'on paie 5 € si on n'est pas inscrit aux médiathèques de Saint-Hilaire et à la bibliothèque Saint-Gilles. D'accord. Donc, en fait, pour globalement les adhérents des bibliothèques locales, c'est gratuit pour 2 semaines. Voilà. D'accord. Voilà. Et on a un fichier sur le net, par titre et par auteur. Je préfère par auteur que par titre, mais il y a les deux. D'accord. Voilà. Et vous êtes, parce que justement, 5 €, oui, pardon. Et on a un souci, c'est que beaucoup de gens veulent nous donner des livres. Ouais. Et là, très sincèrement, on n'a plus de place, on est en fait plus près de 1500. Et Sylviane, qui se charge un peu de la bibliothèque, là, on doit faire une opération pour mettre peu élaguer, un petit peu élaguer. Désherbage. C'est un mot dont j'ai en horreur, que je comprends. Je comprends la technique, je comprends le souci
des bibliothécaires qui reçoivent 600 romans à la rentrée, encore 400 au mois de janvier. Donc c'est compliqué. Mais voilà, nous, il y a des choses qu'on voudrait bien acquérir, mais on ne peut pas. On n'a pas encore vraiment de budget pour acquérir des livres, c'est trop compliqué. Mais on n'a pas de numérique encore. Enfin, bref. À propos de budget, vous êtes soutenu un peu par... Alors, je signale qu'on est soutenu par d'abord, la ville de Saint-Gilles nous permet de jouir du bien, de l'espace, de la maison. Point. On n'a pas d'autres subventions, mais ça correspond à une subvention importante que de fournir les fluides, ainsi de suite, de la maison. Et les taxes, ainsi de suite. Et puis, autrement, le département nous est fidèle depuis un certain temps, sur dossier, bien entendu, d'autant plus que nous organisons parallèlement au thème de l'exposition une déclinaison souvent bande dessinée ou une autre exposition sur le port, sur Port-la-Vie. Là, on a une convention avec la CMV de Port-la-Vie et sur une trentaine de panneaux. Voilà. Donc c'est encore un travail supplémentaire pour l'association. Complètement. Mais que l'on mène à bien. Voilà. Très bien. On va passer la parole maintenant, c'est de bouche à oreille, à Jean-Pierre Bertrand d'Art Expo. Oui, je vous propose une première illustration sonore avec quelqu'un que forcément vous connaissez bien, votre prédécesseur, le fondateur dont on a parlé, René Monniot-Beaumont. Il avait donné une conférence en 2012 et j'ai retenu deux séquences qui me semblent très intéressantes sur l'approche qu'a cette personnalité sur le monde maritime. On écoute. Sur les auteurs. Dans la marine, on a souvent l'habitude de dire il y a la marine nationale, il y a la marine marchande, il y a la marine de pêche, il y a la marine de plaisance. Mais il y en a une qu'on oublie, c'est la marine scientifique. Et elle existe. Oui, offshore aussi. Donc Charcot, c'est la marine scientifique, mais bon, qui était dessus? Mais bon, l'histoire a quand même généré pas mal de livres. Hein. C'est important. Jules Verne. Jules Verne. J'aime beaucoup Jules Verne. Moi, j'aime beaucoup Jules Verne pour déjà une anecdote. Jules Verne, gamin, il y a une anecdote qui est savoureuse quand même. Il prend ses économies. Il habite, vous savez, la petite Hollande, là, à Nantes. Et il prend ses économies, il va sur un grand voilier, il dit au novice, tiens, je te file du fric, tu débarques, je prends ta place. C'est sa cousine qui raconte ça, qui a été sa première biographe. Merci beaucoup. Avec des images aussi d'archives. Des images d'archives, oui, qu'a rassemblé Art Expo. Oui. Oui. Alors la deuxième, on va peut-être conclure pour... on la mettra en finale, mais vous pouvez dès maintenant l'annoncer. Oui, alors je vais la présenter. C'est un film que j'avais sélectionné pour la conférence que nous donnions à la Maison des écrivains de la mer, et qui est un hissage d'un hunier dans le port de Paimpol en 1999, et qui est une belle démonstration de ce qu'est un des gestes du monde maritime. Et la chanson qui sera chantée vient d'un voisin, parce qu'il habitait tout près de la Maison des écrivains, c'était Henri Beneteau. D'accord. Le père Ririk, on l'appelait. Voilà. Okay. Et tout à l'heure, Jeff m'a dit, mais le refrain, c'est quoi? Le refrain, c'est « Boutonne ta braguette ». Bon, Voilà, c'est un chant à hisser. Eh ben, je vous propose qu'on le mette en générique. Voilà, comme ça donnera l'élan qui nous portera jusqu'à Saint-Gilles et nous donnera l'envie d'aller pousser les portes de la maison. Serge, justement, on parlait des conférences, on vient d'entendre René. Comment s'opère ce choix? Vous vouliez Non. Comment s'opère ce choix? Des conférences Des conférences, oui. Oui. C'est vraiment selon... alors d'abord, elles ne sont pas liées au thème de l'année. Ouais. Actuellement, on est autour du Pacifique. Il y en a eu 2 autour du thème. Et généralement, c'est suite à des lectures, des rencontres, et on se réunit et on construit, voilà, on construit la programmation. Pour les expositions... on essaie d'être un petit peu en avance, de ne pas être trop noyé. Par exemple, actuellement, c'est le Vendée Globe, mais
Pour ce qui est de la navigation en solitaire, on a fait une grosse expo l'année précédente, volontairement. Ouais. Cette année, c'est sur le Pacifique. Et l'intérêt de cette exposition nous a permis de découvrir, en cherchant, qu'il y avait un auteur qui a beaucoup travaillé sur les auteurs de la Bounty, des mutinés de la Bounty. Roman un petit peu oublié, même si le dernier film de Mel Gibson, qu'on croyait tout proche, en fait, il est de 1995. Et donc, avec les visiteurs, on leur explique un peu ça. Et on se rend compte que beaucoup de nos marins, alors d'abord ces auteurs, étaient des aviateurs de la guerre 14, comme Gerbaud. Ils ont combattu. Et je dirais même comme Tabarly, qui a commencé à l'aéronaval. Il ne faut jamais oublier que Tabarly, il a piloté des Lancaster, parce que c'est ce qu'il avait quand il a commencé dans l'aéronaval, avant de faire naval. Voilà. Et donc, ce qui est très curieux, c'est que Gerbaud et puis ses auteurs américains, en fait, ont eu la même démarche. Gerbaud a perdu 2 de ses compagnons et il devait aller à Tahiti, se soigner de la guerre, entre guillemets. Et il est parti seul vers l'Atlantique, sachant peu naviguer, disent les spécialistes. Après, il va apprendre dans le Pacifique. Et Norman Hall a fait la même chose avec Nordhoff. Ils ont fait des reportages et au cours de leurs reportages, ils ont envoyé leurs papiers et ils ont appris à piloter à Buc. Ils sont allés voler. Là, il va se faire descendre, mais voilà, bref. C'est une histoire extraordinaire. Il a sa maison à Tahiti. Et je remercie ici Gonzague Hézier, qui a consacré, un jeune auteur, qui a consacré un livre à cet homme, James Norman Hall. On vous écouterait pendant des heures. Je vous en prie, on sent la passion. Oui. Et du coup, qu'il y ait une invitation à aller écouter les conférences, aller voir les expos et emprunter des livres, si j'ai bien compris ce qu'étaient les activités de la maison. L'expo est ouverte jusqu'au fin mars. Fin mars, donc 25. Ça laisse du temps. Ça a encore du temps. Un grand merci. Je vous en prie. Et puis on va se quitter avec le générique dont nous a parlé, ce film dont nous a parlé Jean-Pierre Bertrand. Merci. Et puis on a l'habitude de se dire à Bétou. À Bétou. À Bétou. J'ai failli.